à cette édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, cette nouvelle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu son prédécesseur Joseph Kabila cet après-midi en sa résidence. Rien n'a filtré de ce tête-à-tête entre ces deux personnalités. L'élection définitive du bureau de l'Assemblée nationale et la désignation d'un informateur serait au centre des discussions entre les deux personnalités. Il était 12 h dimanche 17 février 2019 quand le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange est arrivé au volant de sa voiture à la résidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le président de la République en personne qui l'a accueilli par des accolades fraternelles. Les deux personnalités ont passé près de 4 heures d'échange en toute convivialité. Cette rencontre entre le président de la République et son prédécesseur vient concrétiser la promesse que les deux personnalités avaient faite le 25 janvier 2019 lors de la cérémonie des remises-reprises, celle de se consulter régulièrement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange ont d'abord échangé en tête-à-tête avant d'élargir la rencontre avec le collaborateur du chef de l'État, dont le conseiller spécial en matière de sécurité, François Béa. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette visite, mais les deux personnalités ont promis de se rencontrer chaque fois que le besoin s'exprimera. Très détendu dans son nouveau statut, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, a repris les volants de sa voiture pour les chemins de retour. Une cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Une occasion pour Félix Tshisekedi de définir le principe de base de la diplomatie congolaise qu'il attend mettre en application pendant son mandat. Le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a procédé le vendredi 15 février dernier à Kinshasa à l'inauguration de bâtiment de l'Institut national de formation judiciaire. Autre détail avec notre correspondant sur place, David Soumbu. C'est en présence d'une assistance constituée de personnalités œuvrant dans le domaine de la justice congolaise et certains à la retraite que s'est déroulée la dite cérémonie. Le ministre d'État en charge de la justice, Alexis Tambwe Mwamba, a circonscrit la démarche ayant conduit à la création de l'Institut national de formation judiciaire. Un diagnostic sans complaisance de l'état de notre justice a été établi. Il en est sorti plusieurs recommandations, dont celle concernant le niveau de formation de nos magistrats. Le contrôle des dossiers des magistrats a abouti à la révocation de plus de 300 magistrats parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour faire partie de ce corps d'élite. Il est apparu à ce moment-là que la formation de magistrats doit être pour nous une priorité absolue. Cet institut est un symbole pour l'avenir de notre magistrature. Parce que, à la suite des critiques et des recommandations qui avaient été formulées lors des États généraux de la justice, j'ai élaboré un projet de loi qui modifie profondément le statut des magistrats. Lorsque cette loi sera votée et promulguée, nul ne deviendra magistrat sans passer par cet institut. À cette occasion, la déléguée de l'ambassade de Suède s'est dit satisfaite de l'aboutissement du dit projet qui est un symbole de détermination du gouvernement congolais et de son peuple. Le président se prépare à entamer un nouveau cycle dans la gestion de ce magnifique pays. Notre souhait est que les conditions puissent être à nouveau réunies pour que nous puissions renouveler et renforcer notre appui.
Cet appui doit concerner tous les acteurs congolais avec lesquels nous avons développé des collaborations fructueuses au cœur des années passées pour progresser malgré les difficultés rencontrées. Le programme d'appui au ministère de la Justice et des Droits humains, financé par l'Union européenne et le Royaume de Suède, a pour objectif donc de contribuer à la réforme de la justice en améliorant la gouvernance de l'appareil judiciaire. Maître Maj Kisimbangoy, fils de l'ancien premier bâtonnier congolais Honorus Kisimbangoy, honoré par la République, a émis son avis sur cette reconnaissance à l'endroit de son défunt père. Suivez cet élément. J'ai été agréablement surpris parce que ce n'est pas habituel que dans ce secteur également qu'on puisse reconnaître ce qu'une personne a pu apporter. Comme vous le savez, il a été le premier bâtonnier national, également un ancien ministre de la Justice. Et dans le cadre de la consolidation de notre justice, il a eu à poser certains actes et à jouer un certain rôle. Il vous souviendra que l'initiation ou l'initiative du procès contre l'Ouganda, bien sûr, a été menée sous sa houlette. Nous n'entrerons pas dans les détails sur certains actes majeurs qu'il a pu, n'est-ce pas, poser pour le pays des cas de la justice, mais pour nous c'est une fierté. Et comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de la justice, le but, le pourquoi, n'est-ce pas, de cette démarche, c'est pour permettre à ce qu'il y ait une nouvelle race ou une nouvelle génération de magistrats qui puissent avoir des repères sur des personnalités qui ont pu marquer, n'est-ce pas, ce pays dans le domaine de la justice et s'en servir comme des modèles. Nous pensons effectivement qu'il a été un modèle dans ce secteur, la justice pour laquelle il s'est battu. C'est un homme de principe, un travailleur, un homme de conviction, un homme d'abnégation. Une délégation du gouvernement de la Guinée équatoriale a séjourné en France dans le but de mener une campagne de charme en faveur de leur pays qui est diabolisé en matière de droits de l'homme. C'est un reportage signé Cheikh Fita. Monsieur le vice-premier ministre, bonjour. Bonjour. C'est pour Euro-Africa TV de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a poussé votre délégation à se rendre à Strasbourg? On avait des informations que le Parlement européen avait des fausses, moi je l'appelle fake news, des fausses informations. Donc on est venu précisément pour expliquer la réalité. Hier quand on a eu une séance de travail avec les responsables, on a vu qu'ils nous lisaient des choses qui sont déjà, qu'on avait déjà superées. Et donc, nous voulons qu'on nous use pour ce qui se passe maintenant en Guinée équatoriale. Les gens parlaient des prisonniers. Je peux certifier qu'aujourd'hui, il n'y a pas un prisonnier politique en Guinée équatoriale. Il y a des prisonniers qui sont commis des délits. Je crois que dans tous les pays, il y a des prisons pour les gens qui ont commis des délits. C'est le cas de quelques situations en Guinée équatoriale. Donc, on vient pour essayer de faire circuler la vraie information sur notre pays. Deuxième question, monsieur le vice-premier ministre. J'avais été parmi ceux qui avaient participé au colloque sur les droits de l'homme dans notre pays. J'ai vu effectivement que l'infrastructure, le pays a beaucoup investi. Mais maintenant, je l'ai dit dans la conférence de presse, je le redis, il y a comme un mur entre ce qui se passe dans votre pays et ce qui se dit ici. Concrètement, qu'allez-vous faire pour que chaque fois que vous faites des actions là-bas, l'information arrive ici en temps réel, ici en Occident? Donc on va faire un examen, parce que voilà, on a une ambassade à Bruxelles, mais malheureusement,
À Strasbourg, personne ne connaît pas ce qui se passe. On a heureusement une ambassade ici. Je crois que c'est la seule ambassade qui fonctionne. Donc, on a besoin d'avoir des ambassadeurs capables d'expliquer la situation. Sinon, nous sommes obligés de venir personnellement, soit moi, le président de la République, chacun qui peut donner la vraie information sur notre pays. Et tu sais que nous sommes isolés, il y a un petit pays coincé entre le Cameroun et le Gabon. Et tu vois, et la plupart des gens, ils parlent français. Et nous parlons espagnol. Voilà la difficulté qu'on a de faire véhiculer notre information. Si notre voisin aurait parlé espagnol, ça aurait été différent. Ça pouvait être différent. Mais on se débrouille. On a dû adopter le français comme langue de travail pour éviter ça. Parce que nous sommes le seul qui parle espagnol. Et si tu parles espagnol dans quelques réunions, même on a introduit l'espagnol comme langue de travail à l'Union africaine. Mais ça existe toujours, cette incommunication. Donc, à vous de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour véhiculer nos informations. J'avais fait une proposition ici, mais malheureusement, vous n'y avez pas répondu. Je la donne. Maintenant, avec les nouvelles techniques de communication, avec le numérique, il est possible de transférer des gros fichiers vidéo de n'importe quel pays. Est-ce que votre gouvernement ne pourrait pas faire en sorte que nous qui avons des médias alternatifs africains ici en Europe, qu'on travaille en partenariat avec vos médias à ce moment-là, eux nous transmettent, on véhicule en temps réel. Le président a inauguré l'aéroport, le soir nous diffusons, au lieu qu'on l'apprenne un an après. D'accord, je prends note. Okay. Je le ferai arriver au gouvernement. Bon, une dernière question, c'est par rapport à l'actualité dans mon pays, qui est la République démocratique du Congo. Il y a eu des élections, il y a eu un grand battage médiatique par rapport à tout ce qui s'est passé, et finalement, on a installé un président. Quelle est votre interprétation de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo? Tout le monde nous était inquiet, tout le monde était inquiet pour voir comment ça allait finaliser. Mais heureusement, c'est bien passé. Ça a finalisé. Le président est déjà en place, tout va bien. Je crois que notre impression, c'est agréable, parce qu'on avait peur que ça pouvait arriver à une dérivade. Et on est fatigué en Afrique d'avoir des histoires de bains de sang. Heureusement, c'est bien passé. Monsieur le vice-premier ministre, nous vous remercions. Merci beaucoup à vous. Prévu pour le samedi 16 février 2019, l'élection présidentielle au Nigeria est reportée d'une semaine, donc le samedi prochain. Cette annonce a été faite par la commission électorale du Nigeria. Après sa démission de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro vient de créer son parti politique dénommé le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, qui était autrefois un mouvement de soutien. Voilà, madame, messieurs, c'est par cette nouvelle de la Côte d'Ivoire que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et merci à notre réalisateur bombastique.